Je n'aurais jamais pensé qu'un flacon de médicaments puisse être l'étincelle qui réduirait en cendres tout ce que j'avais construit. Mon fils, Mathis, toussait depuis des nuits, la fièvre obstinément agrippée à son petit corps. Le médecin du centre de santé de notre quartier à Lyon lui a prescrit quelque chose de cher, beaucoup trop cher pour notre budget serré. Mais quel choix avais-je ? J'ai pris l'argent que nous avions économisé pour les courses du mois et je l'ai acheté. Je pensais que Romain, mon mari, comprendrait. Je me suis trompée. Le centre de santé de la Croix-Rousse était bondé ce matin-là. J'ai attendu près de 2 heures avec Mathis dans les bras, son corps brûlant contre ma poitrine tandis qu'il somnolait, agité. Le docteur Durand nous a reçus avec hâte mais amabilité. Il a besoin de cet antibiotique, Madame Leclerc. Il est spécifique à ce type d'infection respiratoire, m'a-t-il expliqué en griffonnant l'ordonnance. J'ai regardé le nom du médicament et j'ai senti un nœud dans mon estomac. Je savais qu'il coûterait plus que ce que nous pouvions nous permettre. À la pharmacie, l'employée m'a regardé avec compassion en voyant mon visage quand elle a annoncé le prix. 78 €, je suis désolée. J'ai hoché la tête, résignée, et j'ai sorti la carte où nous gardions l'argent pour les dépenses essentielles. Mathis a toussé contre mon épaule, un son rauque et douloureux qui m'a convaincu que je faisais le bon choix. Le chemin du retour fut lent. Notre appartement se trouvait dans un vieil immeuble du quartier de la Guillotière, un 3e étage sans ascenseur. J'ai monté les escaliers avec Mathis dans un bras et le sac de la pharmacie dans l'autre, en essayant de ne pas faire de bruit. Il était midi, et Romain serait à la maison pour déjeuner avant de retourner au garage où il travaillait. J'espérais qu'il serait de bonne humeur. Il ne l'était pas. Quand je suis entrée, Romain était assis à la table de la cuisine avec une bière à la main. Son front s'est plissé en nous voyant. « T'étais où ?» a-t-il demandé, sans vraiment se soucier de la réponse. Mathis s'est agité dans mes bras, épuisé par la fièvre et le trajet. « Au centre de santé, puis à la pharmacie », ai-je répondu en posant le sac sur le comptoir. Le médecin lui a prescrit un antibiotique spécifique. Il a une infection assez sérieuse. Romain s'est levé et a pris le sac. Il a sorti le médicament, puis le ticket de caisse que la pharmacienne avait glissé à l'intérieur. Quand il a vu le prix, son visage s'est transformé. Je l'ai vu passer de la surprise à la colère en quelques secondes. « T'as dépensé 78 € pour ça ?» Sa voix était basse mais tranchante comme un couteau. « Mais t'es folle ou quoi ? D'où tu crois que va sortir l'argent pour la nourriture de la semaine ? » « Romain, s'il te plaît, » ai-je tenté d'expliquer, en berçant Mathis qui avait commencé à pleurer, effrayé par le ton de son père. « C'est une infection sérieuse, il a besoin de ce médicament spécifique. On peut se serrer la ceinture pour la nourriture, je peux manger moins. » Il ne m'a pas laissé finir. Le coup de son poing sur la table nous a fait sursauter, Mathis et moi. « C'est toujours la même chose avec toi, toujours à prendre des décisions sans me consulter. C'est ma maison, c'est moi qui ramène l'argent. C'est moi qui décide comment on le dépense. » « Notre maison, ai-je corrigé, et j'ai su immédiatement que c'était une erreur. Romain s'est approché en 2 enjambées. Son visage était si près du mien que je pouvais sentir l'odeur de la bière dans son haleine. « Ah, qu'est-ce que t'as dit ?»« Rien, » ai-je murmuré en reculant d'un pas, protégeant instinctivement Mathis avec mon corps. « Répète ce que t'as dit, » a-t-il insisté, me coinçant contre le mur de la cuisine. Les pleurs de Mathis se sont intensifiés, mais Romain ne semblait pas l'entendre. Ou pire, cela semblait l'irriter encore plus. « Fais taire ce gamin, bon sang !» a-t-il crié, et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. « C'est ton fils aussi !» ai-je répondu, d'une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne. « Il est malade et il a besoin de médicaments. » Ce qui a suivi s'est produit si rapidement que j'ai à peine eu le temps de le comprendre. Romain m'a attrapé le bras avec une telle force que j'ai cru qu'il allait me l'arracher. Il m'a traîné vers la porte alors que j'essayais de ne pas lâcher Mathis, qui hurlait maintenant de terreur. « Mon fils ? Ce gamin et toi, vous n'êtes rien de plus qu'un fardeau, » a-t-il rugi. « Dehors, je vous veux tous les deux hors de ma maison. » Je n'ai pas eu le temps de prendre quoi que ce soit, ni le manteau de Mathis, ni ses chaussures, ni mon sac à main, juste le flacon de médicaments que je tenais encore dans ma main libre. La porte a claqué derrière nous, et l'écho de ce claquement a résonné dans la cage d'escalier comme un coup de tonnerre. Je suis restée paralysée sur le palier, Mathis pleurant contre ma poitrine et le médicament serré dans mon poing. Le froid de janvier s'infiltrait par les fenêtres de l'immeuble, et mon fils ne portait qu'un pyjama fin et une couverture légère que j'avais utilisée dans la salle d'attente du médecin.
J'ai descendu les escaliers lentement, essayant de calmer Mathis et de me calmer moi-même. Dans le hall d'entrée, je me suis assise sur la dernière marche, incapable de décider où aller. Mes parents étaient décédés depuis des années. Mon unique sœur vivait à Marseille, trop loin pour y aller sans argent. Mes amis, quels amis? Romain avait réussi à m'éloigner de toutes, progressivement, avec des remarques désobligeantes et des scènes de jalousie. J'étais seule. Du moins, c'est ce que je croyais. C'est alors que j'ai vu Chantal, notre voisine du 2e, entrer dans le hall. Une femme âgée, veuve, qui me saluait toujours avec un sourire chaleureux quand nous nous croisions. Elle s'est arrêtée en nous voyant, ses sacs de courses encore à la main. « Marie, qu'est-ce que vous faites là, toi et le petit ?» a-t-elle demandé, l'inquiétude évidente dans sa voix. Je n'ai pas pu répondre. Les larmes que j'avais retenues ont finalement débordé, et j'ai commencé à pleurer en silence. Chantal a posé ses sacs par terre et s'est assise à côté de moi, passant un bras autour de mes épaules. « C'est lui, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé à voix basse. Je n'ai pas eu besoin de confirmer. Chantal avait entendu nos disputes à travers les murs fins de l'immeuble, même si elle n'en avait jamais parlé. « Venez, montez chez moi. Il fait froid ici et le petit est malade. » Ce soir-là, alors que Mathis dormait dans le lit d'amis de Chantal après avoir pris son médicament, je me suis assise dans sa petite cuisine et pour la première fois, j'ai pu voir la vérité. L'homme que j'avais aimé était devenu un monstre et je n'étais plus une épouse. J'étais une mère avec un fils malade et le cœur rempli de rage. La vie que je croyais vivre s'était brisée en 1000 morceaux et je n'avais aucune idée de comment j'allais les ramasser. Mais je savais une chose avec certitude. Je ne laisserai plus jamais Romain nous faire du mal, à Mathis ou à moi. Nous avons passé 3 nuits chez Chantal. Son petit appartement est devenu notre refuge temporaire, tandis que Mathis se remettait lentement grâce à l'antibiotique. Chantal m'a aidé à contacter un foyer d'accueil pour femmes battues dans le centre de Lyon. « Tu ne peux pas rester ici pour toujours, ma petite », m'a-t-elle dit avec tendresse. « Romain sait où tu es, et tôt ou tard, il viendra te chercher. Tu as besoin d'une aide professionnelle. » Le foyer d'accueil Sainte-Lucie était situé dans un bâtiment anonyme près du parc de la Tête d'Or. De l'extérieur, personne n'aurait deviné sa fonction. À l'intérieur, c'était un labyrinthe de chambres partagées, de salles communes et de bureaux où des assistantes sociales, des psychologues et des avocates s'occupèrent de femmes comme moi. Des femmes avec des bleus visibles et invisibles, avec des enfants effrayés et des regards qui en avaient trop vu. Notre chambre était petite et austère. 2 lits simples, une armoire et une petite table. Nous la partagions avec Hélène et sa fille de 6 ans, Lucie. Hélène était là depuis 3 mois. Ses yeux avaient ce regard vide que je commençais à reconnaître dans le miroir. « Au début, c'est difficile », m'a-t-elle dit le premier soir, alors que nos enfants dormaient. « Puis tu t'habitues. Et après, tu commences à imaginer une vie différente. » Le centre sentait le désinfectant et les plats réchauffés. Les douches étaient là communes et souvent, l'eau chaude était épuisée avant que nous ayons toutes pu l'utiliser. Mais il y avait des règles qui nous protégeaient, des repas réguliers sur la table et, le plus important, Romain ne pouvait pas nous trouver là. Mathis s'est adapté étonnamment vite. Les enfants ont cette capacité incroyable à s'ajuster à de nouvelles circonstances. Il s'est rapidement lié d'amitié avec Lucie et d'autres petits qui vivaient au centre. Pour lui, c'était presque une aventure. Pour moi, chaque jour était un exercice de survie et de planification. Pascal, mon assistante sociale, m'a aidé à demander des aides financières d'urgence et à obtenir une ordonnance de protection contre Romain. Nous devons tout documenter, m'a-t-elle expliqué lors de notre première séance. Chaque coup, chaque menace, chaque épisode de contrôle économique ou émotionnel, tout compte. C'est alors que j'ai commencé ma collection de preuves. Avec l'aide de Chantal, j'ai récupéré certains de nos documents essentiels qui étaient restés dans l'appartement. Nos cartes d'identité, le livret de famille, le contrat de mariage. Chantal est entrée quand elle savait que Romain travaillait et a pris ce qu'elle pouvait mettre dans un petit sac. « Il a détruit beaucoup de tes affaires », m'a-t-elle raconté plus tard, avec tristesse. Des vêtements, des photos, on dirait qu'il a eu un accès de rage. Ce détail, loin de m'effrayer, a renforcé ma détermination. J'ai commencé à documenter méticuleusement chaque souvenir d'abus, les dates approximatives de chaque coup, chaque bousculade, chaque insulte.
Les fois où il m'avait refusé de l'argent pour des besoins de base. Les occasions où il m'avait isolé de mes amis et de ma famille. J'ai ravivé des épisodes que j'avais enfouis dans ma mémoire. La fois où il m'a poussée alors que j'étais enceinte, provoquant un saignement qui a failli me faire perdre Mathis. Le réveillon de Noël où il m'a enfermée à la maison parce qu'il ne voulait pas que je voie ma sœur. Les fois où il m'avait forcée à avoir des relations sexuelles contre ma volonté. Chaque souvenir faisait mal comme une blessure fraîche, mais je ne les cachais plus. Je les exposais à la lumière, les examinais avec une distance clinique et les notais dans un carnet que Pascal m'avait donné. « Ta mémoire est une arme », m'a-t-elle dit. « Utilise-la. » Hélène m'observait écrire chaque soir, après avoir couché Mathis. « Tu crois vraiment que ça servira à quelque chose ?» m'a-t-elle demandé une fois. Sa voix ne cachait pas son scepticisme. Les juges ne nous croient jamais, et eux, ils ont toujours de meilleurs avocats. Je ne sais pas, ai-je admis, mais je dois essayer. Pour Mathis. 2 semaines après notre arrivée au centre, j'ai rencontré Sophie Moreau, l'avocate assignée à mon cas. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux prématurément gris attachés en un chignon sévère, et aux yeux noirs qui semblaient la voir à travers les mensonges. Son bureau au centre était petit mais ordonné, avec des étagères remplies de livres de droit et de dossiers méticuleusement étiquetés. « Racontez-moi votre histoire, Marie », m'a-t-elle demandé, après les présentations formelles. « Tout ce dont vous pouvez vous souvenir. » Pendant 2 heures, je lui ai raconté ma vie avec Romain. Comment nous nous étions rencontrés quand j'avais 20 ans et lui 25. Comment, au début, il était attentionné et affectueux. Comment il a changé progressivement après notre mariage. Surtout quand je suis tombée enceinte de Mathis. Comment le contrôle est devenu de la jalousie de la colère et la colère de la violence. Je lui ai montré mon carnet de preuves et lui ai parlé de l'incident du médicament qui m'a finalement fait fuir. Sophie a pris des notes, a hoché la tête en silence et m'a occasionnellement posé des questions pour clarifier des détails. Elle n'a montré ni surprise ni horreur face à mon récit. J'ai supposé qu'elle avait entendu des histoires similaires des centaines de fois. Quand j'ai terminé, elle a fermé son carnet et m'a regardé droit dans les yeux. « Vous avez un dossier solide, Marie. L'expulsion du domicile familial, surtout avec un mineur malade, est un délit grave. Le délaissement économique et le harcèlement moral sont plus difficiles à prouver, mais votre témoignage est cohérent et détaillé. Vous pensez qu'un juge me croira ?» ai-je demandé, me souvenant des paroles d'Hélène. Sophie a soupiré. « Je ne vais pas vous mentir. Le système ne protège pas toujours les victimes comme il le devrait. Mais nous avons la loi de notre côté, et j'ai l'expérience de ces cas. Nous allons nous battre, Marie. » Elle a pris mes mains tremblantes entre les siennes. Un geste si simple, mais si puissant qu'il m'a coupé le souffle. « Vous avez plus qu'un dossier, vous avez la vérité, et nous allons faire en sorte qu'elle compte. » Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie vue. J'ai senti que j'avais de l'importance. Les jours au centre ont pris une nouvelle routine. Le matin, j'assistais à une thérapie de groupe avec d'autres femmes où nous partagions nos histoires et apprenions des outils pour gérer le traumatisme. L'après-midi, je travaillais avec Sophie à la préparation de mon dossier. Mathis participait à un petit groupe éducatif organisé par des bénévoles pendant que je m'occupais de ses affaires. Un après-midi, alors que nous examinions des documents dans le bureau de Sophie, une des employées du centre est entrée précipitamment. « Il y a un homme dehors », a-t-elle dit, la voix tendue. « Il dit qu'il s'appelle Romain Dubois et qu'il sait que sa femme est ici. Il exige de la voir. » Mon cœur a fait un bond. Le sang a quitté mon visage et mes mains ont commencé à trembler. Sophie s'est levée immédiatement. « Ne vous inquiétez pas », m'a-t-elle dit fermement. « Il ne peut pas entrer. Nous avons des protocoles pour cela. » Pendant que Sophie sortait pour gérer la situation, je suis restée assise, paralysée par la peur. Comment m'avait-il trouvée ? Avait-il suivi Chantal ? Ou avait-il simplement fait le tour de tous les foyers d'accueil de Lyon ? À travers la fenêtre du bureau, qui donnait sur la rue, j'ai pu voir la scène. Romain criait devant la porte fermée du centre, tandis que 2 agents de sécurité l'empêchèrent de s'approcher davantage. Sophie était sortie et lui parlait calmement, lui montrant ce qui semblait être des documents officiels. Même de loin, je pouvais voir la rage sur le visage de Romain, la façon dont son corps se tendait comme s'il allait attaquer à tout moment. Mais il ne l'a pas fait. Après quelques minutes, il est parti, non sans avoir regardé vers les fenêtres du bâtiment.
Ses yeux ont parcouru la façade comme s'ils pouvaient traverser les murs du regard et me trouver. Je me suis instinctivement recroquevillée, même si je savais qu'il ne pouvait pas me voir. Quand Sophie est revenue, son expression était grave mais déterminée. « Je lui ai notifié formellement l'ordonnance de protection provisoire que nous avons obtenue hier », m'a-t-elle expliqué. Il a réagi de manière prévisible. Mais maintenant, il est officiellement notifié, ce qui signifie que toute tentative de contact sera une violation directe de l'ordonnance. « Et s'il revient ?» ai-je demandé, encore tremblante. « Nous appellerons la police », a-t-elle répondu simplement. « Et chaque violation renforcera notre dossier. » Cette nuit-là, en observant Mathis dormir, sa respiration enfin libérée de la toux qui l'avait tourmentée, j'ai senti que quelque chose changeait en moi. La peur était toujours là, mais elle n'était plus paralysante. Elle se transformait en détermination, en objectif. Romain avait joué sa carte la plus forte, l'intimidation, et j'avais survécu. C'était maintenant mon tour de jouer, et j'avais quelque chose qu'il n'attendait pas. J'avais la vérité, documentée, et je commençais à ne plus avoir peur de lui. La convocation judiciaire est arrivée un mardi de février. Sophie me l'a remise en personne dans son bureau. L'enveloppe officielle avec le sceau du tribunal de grande instance de Lyon pesait dans mes mains comme si elle était en plomb. « C'est pour la semaine prochaine », m'a expliqué Sophie, en montrant la date imprimée. Le juge a traité le dossier en priorité en raison de la présence d'un mineur. Nous aurons une audience préliminaire où nous présenterons notre demande de mesures provisoires. Garde exclusive de Mathis, jouissance du logement familial, pension alimentaire et maintien de l'ordonnance de protection. J'ai hoché la tête, essayant de traiter toutes les informations. Le langage juridique m'était encore étranger, comme si j'apprenais une nouvelle langue. Et Romain, il va recevoir ça aussi ? Il l'a déjà reçu, a confirmé Sophie. La convocation lui a été notifiée à son domicile ce matin. Un frisson m'a parcouru le dos. Je connaissais trop bien Romain pour savoir qu'il ne resterait pas les bras croisés. Je ne me trompais pas. Ce même après-midi, alors que j'étais dans la salle commune du centre à aider Mathis avec un dessin, une des employées s'est approchée avec une expression inquiète. « Marie, Romain est de nouveau à la porte », m'a-t-elle informée à voix basse pour ne pas alarmer les enfants. Il est très agité. Les gardiens lui ont dit de partir, mais il refuse. La directrice a appelé la police. Mon premier instinct a été d'attraper Mathis et de me cacher, mais je me suis forcée à rester calme. « Pouvez-vous rester avec lui un moment ?» ai-je demandé à l'employé, qui a hoché la tête avec compréhension. Je me suis dirigée vers la petite salle des moniteurs de sécurité, où la directrice du centre, Isabelle, observait la situation avec un air soucieux. Sur les écrans, je pouvais voir Romain gesticuler agressivement face aux deux gardiens, qui maintenaient une distance prudente. « Il est ivre », a observé Isabelle. « Et ça fait presque 1 heure qu'il est comme ça. » En effet, même à travers la caméra, je pouvais voir que ses mouvements étaient erratiques, sa posture instable. Je connaissais bien cette version de Romain, la plus dangereuse. « Qu'est-ce qu'il dit ?» ai-je demandé, bien qu'une partie de moi ne veuille pas le savoir. Isabelle a hésité un moment avant de répondre. « Il exige de te voir. Il dit que tu as manipulé les juges, que tu leur as menti, que tu vas lui ruiner la vie avec des mensonges. » Une voiture de la police nationale est apparue à l'écran. 2 agents se sont approchés de Romain et ont commencé à lui parler. Au début, il semblait coopérer, mais il a alors pointé le bâtiment du doigt et son langage corporel est redevenu agressif. « Il va se faire arrêter », ai-je murmuré, un mélange de peur et d'une étrange satisfaction me parcourant. Effectivement, après quelques minutes de discussion, les agents ont procédé à le menottage de Romain, qui a commencé à se débattre. Ils l'ont fait monter dans la voiture de patrouille, alors qu'il continuait de crier en regardant vers le centre. « Nous devons documenter cela », a dit Sophie, qui venait de nous rejoindre. C'est la 2e violation de l'ordonnance de protection. Et cette fois, il y a des témoins officiels. Au cours des jours suivants, Romain a répété son manège. Il apparaissait au centre ou dans ses environs, chaque fois plus erratique, plus désespéré. Il a été arrêté 2 fois de plus, a passé une nuit en garde à vue, mais dès qu'on le relâchait, il revenait. Sophie documentait méticuleusement chaque incident, l'ajoutant à notre dossier de plus en plus épais. « Je ne comprends pas », ai-je dit à Sophie après la 3e arrestation. « Pourquoi prend-il de tels risques ? Chaque fois qu'il le fait, il aggrave sa situation devant le juge.
Sophie m'a regardée avec ce mélange de compassion et de détermination que j'en étais venue à associer à elle. Parce qu'il perd le contrôle, Marie. Les hommes comme Romain basent toute leur identité sur le contrôle de leur partenaire. Quand ils le perdent, beaucoup s'effondrent. D'autres deviennent encore plus dangereux. Ces paroles m'ont glacé le sang. Vous croyez qu'il pourrait nous faire du mal, à Mathis et à moi? Sophie n'a pas édulcoré sa réponse. C'est une possibilité que nous devons sérieusement considérer. C'est pourquoi nous prenons toutes ces précautions légales. La veille de l'audience préliminaire, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Chantal, ma voisine, la femme qui nous avait aidés dans ces premiers moments critiques. « Marie, j'ai regardé les affaires que j'ai sorties de ton appartement », m'a-t-elle dit, sa voix tremblante d'émotion. Parmi les documents, il y avait une petite boîte. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ton nom était écrit dessus à la main. Mon esprit est immédiatement revenu à cette boîte. Je l'avais cachée au fond de mon armoire des années auparavant, quand j'avais encore l'espoir que mon mariage puisse être sauvé. « Oui, je m'en souviens », ai-je répondu, intriguée par son ton. « Je l'ai ouverte. J'espère que ça ne te dérange pas », a poursuivi Chantal. « À l'intérieur, il y a un document que je pense que tu devrais montrer à ton avocate. On dirait un contrat de mariage, mais pas l'officiel. Il est daté d'avant votre mariage civil. » Mon cœur a fait un bond. Je l'avais complètement oublié. Avant de nous marier officiellement, quand Romain était encore l'homme attentionné et affectueux dont j'étais tombée amoureuse, nous avions rédigé notre propre accord, un contrat romantique, mais avec une valeur légale s'il était correctement enregistré, où nous promettions de tout partager équitablement. Nous l'avions signé devant un notaire ami de la famille de Romain, comme un geste symbolique. Mais ensuite, lorsque nous nous sommes mariés officiellement, ses parents avaient insisté sur un régime de séparation de biens qui favorisait clairement leur fils et l'entreprise familiale. « Chantal, pourriez-vous la porter au centre dès que possible ?» ai-je demandé, essayant de contenir mon émotion. 2 heures plus tard, j'avais le document entre les mains. Il était jauni par le temps, mais parfaitement lisible. La signature de Romain se détachait à la fin, à côté de la mienne, plus timide. Et le plus important, il portait le sceau officiel du notaire et le numéro d'enregistrement. Sophie a examiné le document avec une attention professionnelle. « Cela pourrait changer complètement l'équation », a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour moi. Sain. Si ce contrat a été correctement enregistré avant le mariage civil et n'a jamais été explicitement annulé par le suivant, il a techniquement toujours une validité légale. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques ? ai-je demandé, n'osant pas nourrir trop d'espoir. Cela signifie que, contrairement à ce que Romain croit, il n'y a pas de séparation de biens effective. Tout ce qui a été acquis pendant le mariage serait des biens communs, y compris le garage qui a prospéré ces dernières années, et le logement qui, selon lui appartient exclusivement parce qu'il l'a acheté avec l'argent de sa famille. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un sourire de satisfaction sur le visage habituellement sérieux de Sophie. Romain a joué avec des cartes truquées, pensant qu'il avait la partie gagnée. Il ne sait pas que nous venons de trouver un as dans notre manche. Le matin de l'audience, le temps était froid et pluvieux. Je me suis habillée avec soin, en suivant les conseils de Sophie. Des vêtements sobres mais pas lugubres, un maquillage minimal, les cheveux attachés. Nous voulons projeter une image de sérieux et de sincérité, m'avait-elle expliqué. Ni victime démunie, ni femme vengeresse. Mathis resterait au centre avec une des psychologues pour enfants. Je lui ai expliqué que maman allait à un endroit important, où elle devait parler à des gens qui nous aideraient à avoir une nouvelle maison. Il a hoché la tête avec cette confiance absolue que seuls les enfants peuvent avoir, et m'a donné un baiser humide sur la joue avant de retourner à ses jouets. Sophie est passée me chercher dans sa voiture. Pendant le trajet jusqu'au tribunal, nous avons revu une dernière fois notre stratégie. Je témoignerai en premier, racontant notre histoire calmement et précisément. Nous présenterions la documentation des multiples violations de l'ordonnance de protection. Et, seulement si nécessaire, nous sortirions le contrat de mariage original. C'est notre carte la plus forte, a expliqué Sophie, mais aussi la plus surprenante. Si nous la jouons trop tôt, son avocat pourrait demander une suspension d'audience pour l'examiner et préparer une contre-argumentation. Mieux vaut la garder pour le bon moment. Le palais de justice de Lyon était un bâtiment moderne. Malgré l'architecture lumineuse, l'atmosphère était oppressante. Des femmes aux expressions tendues attendaient sur les bancs, certaines avec des enfants.
d'autres accompagnés par des avocats ou des assistantes sociales. Des hommes en costume cher entraient et sortaient avec des mallettes, sans croiser le regard de personne. Nous avons attendu près d'1 heure avant que notre cas soit appelé. Quand nous sommes finalement entrés dans la salle, la première chose que j'ai vue fut Romain assis à côté d'un homme d'âge mûr, avec un costume impeccable et des lunettes à monture fine. Son avocat, j'ai supposé? Romain avait fait un effort pour paraître respectable. Il portait un costume que je ne lui avais jamais vu, sûrement neuf, et s'était coupé les cheveux. Mais ses yeux le trahissaient, injectés de sang, avec cette lueur fiévreuse que je connaissais trop bien. Nos regards se sont croisés un instant avant que je ne détourne le mien. Je ne voulais pas le provoquer, pas maintenant que nous étions si proches d'obtenir justice. Le juge, un homme d'une 60aine d'années à l'expression sévère, est entré dans la salle, et nous nous sommes tous levés. Après les formalités initiales, l'audience a commencé. Tout s'est déroulé comme prévu. J'ai témoigné en premier, narrant les faits d'une voix ferme malgré le nœud dans ma gorge. Sophie a présenté la documentation des violations de l'ordonnance de protection, y compris les rapports de police des arrestations. L'avocat de Romain a contre-attaqué, suggérant que j'avais provoqué la situation en dépensant de l'argent pour des médicaments inutilement chers et que Romain avait simplement réagi avec une frustration compréhensible face à l'irresponsabilité financière. Il a également insinué que mes accusations de maltraitance antérieure étaient exagérées et que j'utilisais le système pour obtenir des avantages économiques. C'est alors que Sophie a joué notre carte. Elle a présenté le contrat de mariage original, expliquant sa validité légale et ses implications. J'ai vu le visage de Romain passer de la confiance à la perplexité, puis à la panique. « C'est un faux !» a-t-il crié, se levant d'un bond. Son avocat a tenté de le calmer, mais il était trop tard. « Elle a falsifié ma signature. C'est une menteuse. » Le juge a frappé avec son marteau, exigeant l'ordre, mais Romain était hors de contrôle. « Tu crois que tu peux me prendre ce qui est à moi ?» m'a-t-il crié directement, ignorant le juge et les huissiers de justice qui s'approchèrent déjà de lui. « Tu pensais vraiment que tu gagnerais quelque chose avec ça ?» Les huissiers l'ont maîtrisé avant qu'il ne puisse s'approcher davantage, mais son regard de haine m'a transpercé comme un couteau. À ce moment, j'ai su qu'il ne m'avait jamais vraiment aimé. Ce qu'il avait ressenti pour moi était de la possession, pas de l'amour. « Monsieur Dubois !» a tonné la voix du juge. « Un autre comportement de ce genre et je vous envoie en prison pour outrage au tribunal. » Romain s'est calmé superficiellement, mais la rage était toujours là, à peine contenue sous une fine couche de décorum forcé. Le reste de l'audience s'est déroulé comme dans un rêve flou. Le juge a examiné le contrat de mariage, a écouté les arguments des deux parties et a finalement annoncé qu'il aurait besoin de temps pour examiner toutes les preuves avant de rendre une décision complète. Cependant, il a maintenu les mesures provisoires. Je conservais la garde de Mathis. Romain devait continuer à respecter la distance dictée par l'ordonnance de protection et il devait maintenant commencer à payer une pension alimentaire provisoire. Quand nous sommes sortis de la salle, je me sentais épuisée mais étrangement légère. Nous n'avions pas complètement gagné, mais nous n'avions pas perdu non plus. Et le plus important, j'avais regardé Romain dans les yeux dans un tribunal et j'avais raconté ma vérité sans m'effondrer. « Vous avez très bien fait », m'a dit Sophie, alors que nous marchions vers la sortie. Sa réaction nous a énormément profité. Le juge a vu exactement qui il est vraiment. À peine arrivés dans le couloir, nous avons entendu un tumulte derrière nous. Je me suis retournée juste à temps pour voir Romain se débattre avec son avocat, qui tentait de le retenir. Les huissiers sont intervenus rapidement, mais pas avant que Romain ne crie quelque chose qui m'a glacé le sang. « Ce n'est pas fini, Marie. Tu croyais vraiment que j'allais oublier notre premier contrat de mariage ? » Les semaines qui ont suivi l'audience préliminaire ont été un étrange interlude. Romain, étonnamment, a respecté l'ordonnance de protection. Il n'est pas apparu au foyer d'accueil, n'a pas essayé de me contacter. Sophie m'a averti de ne pas baisser ma garde. « C'est trop beau pour être vrai », m'a-t-elle dit lors d'une de nos réunions préparatoires pour le procès principal. Son avocat lui a probablement conseillé de se comporter impeccablement avant l'audience. Il veulent le présenter comme un homme raisonnable qui a eu un dérapage momentané. Avril est arrivé avec une chaleur précoce qui transformait les rues de Lyon en fournaise pendant la journée. Mathis avait commencé à fréquenter une école proche du foyer d'accueil, une mesure temporaire en attendant que notre situation soit résolue. Il s'épanouissait, se faisait des amis,
retrouver la joie que Romain avait progressivement éteinte à la maison. Moi, pendant ce temps, j'avais commencé une formation d'aide-soignante. Une des psychologues du centre m'avait encouragée à reprendre la formation que j'avais abandonnée lorsque je me suis mariée avec Romain. « Tu dois penser à l'avenir », m'avait-elle dit, « à la vie après le procès. L'idée qu'il puisse y avoir un « après », une vie normale au-delà de la peur et des tribunaux, me semblait presque incompréhensible, mais je m'y suis accrochée comme à une bouée de sauvetage. Le jour du procès, le ciel était clair et chaud. Je me suis réveillée avant que l'alarme ne sonne, après une nuit de sommeil agité, peuplée de cauchemars. Dans chacun d'eux, Romain trouvait un moyen de reprendre le contrôle, d'emmener Mathis, de nous faire disparaître tous les deux. Je me suis habillée avec le même ensemble sobre que j'avais porté à l'audience préliminaire. Pantalon noir, chemisier blanc, veste simple. Sophie m'avait offert une petite broche en forme de papillon. « Pour te rappeler que tu es en pleine transformation », m'avait-elle dit en me l'attendant. Je l'ai épinglée près de mon cœur. Mathis resterait avec Lucie et Hélène au centre. Je ne lui ai plus expliqué où j'allais. À 5 ans, il avait développé une intuition surprenante pour détecter mes pieux mensonges. « Tu vas voir le juge pour que papa ne nous fasse plus de mal », m'a-t-il dit alors que je le coiffais. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. J'ai hoché la tête, un nœud dans la gorge. « Tu es très courageuse, maman », a-t-il ajouté, et il m'a serré dans ses petits bras minces. Un instant, j'ai senti que nos rôles s'étaient inversés, que c'était lui qui me donnait de la force. C'était peut-être le cas. Le tribunal correctionnel de Lyon était situé dans une autre partie du palais de justice. C'était un bâtiment plus imposant, avec des salles plus grandes et une atmosphère encore plus formelle. Sophie m'a guidée à travers des couloirs labyrinthiques jusqu'à la salle où se tiendrait notre procès. « Rappelez-vous » m'a-t-elle dit avant d'entrer. « Ne répondez qu'à ce qu'on vous demande. Ne vous laissez pas provoquer par l'avocat de Romain. Si vous vous sentez dépassé, regardez-moi ou le drapeau derrière le juge. Et le plus important, dites la vérité, toujours. » La salle était plus remplie que ce à quoi je m'attendais. Il y avait d'autres professionnels qui observaient, peut-être des avocats ou des étudiants en droit. J'ai reconnu Pascal, mon assistante sociale, et Isabelle, la directrice du foyer d'accueil, assises ensemble sur un des bancs. Il y avait aussi Chantal, ma voisine salvatrice. Les voir là, me soutenant, m'a donné un regain de confiance inattendu. Romain était déjà à l'intérieur, assis à côté de son avocat. Il portait un costume gris foncé que je ne lui avais jamais vu, avec une cravate bleu marine. Il semblait avoir perdu du poids et avait des cernes prononcées. Un instant fugace, j'ai ressenti une pointe de compassion pour lui. Puis, je me suis souvenue de Mathis pleurant de peur, et la compassion s'est évaporée. Le juge qui présidait était différent de celui de l'audience préliminaire. C'était un homme plus jeune, avec des lunettes à monture épaisse et une expression impénétrable. Il a commencé la procédure avec la formalité habituelle, expliquant les charges contre Romain. Violences habituelles au sein de la famille, délaissement d'un mineur malade et multiples violations d'une ordonnance de protection. Le procureur, un homme d'âge mûr à la voix monotone, a présenté son réquisitoire initial. Puis ce fut le tour de l'avocat de Romain, qui a dépeint son client comme un travailleur honnête, dépassé par les pressions économiques et par une épouse qui ne comprenait pas les réalités financières de la tenue d'un foyer. Quand on m'a appelé à la barre, j'ai senti mes jambes devenir de la gélatine. J'ai marché jusqu'au pupitre comme dans un rêve, consciente que tous les yeux dans la salle étaient fixés sur moi. J'ai juré de dire la vérité et j'ai commencé mon témoignage. J'ai parlé du début de notre mariage, de la façon dont le comportement de Romain a changé progressivement, des premières insultes, qui se sont ensuite transformées en bousculades, et finalement en coups, de la façon dont il m'a isolée de mes amis et de ma famille, de la façon dont il contrôlait jusqu'au dernier centime qui entrait dans la maison, même si j'avais aussi travaillé jusqu'à la naissance de Mathis. « Et pourquoi n'avez-vous pas porté plainte plus tôt ?» a demandé le procureur. Une question que je savais inévitable, mais qui m'a tout de même fait mal. Parce que je l'ai cru quand il a dit qu'il changerait, ai-je répondu honnêtement. Parce que je craignais de me retrouver seule avec un jeune enfant. Parce qu'il m'avait convaincu que personne ne me croirait. Parce que j'avais honte d'admettre que j'avais si mal choisi. L'avocat de Romain a été plus agressif dans son interrogatoire. Il a remis en question chaque détail, a insinué des contradictions là où il n'y en avait pas, a tenté de me dépeindre comme une manipulatrice qui exagérait des incidents mineurs
pour obtenir des avantages financiers. N'est-il pas vrai que vous provoquiez mon client avec des dépenses excessives ? M'a-t-il demandé à un moment donné. 78 € pour un antibiotique pour un enfant avec 39 de fièvre n'est pas une dépense excessive, ai-je répondu, sentant l'indignation me donner de la force. Et même si c'était le cas, rien ne justifie d'expulser une mère et un enfant malades de leur maison en plein hiver. Quand j'ai enfin pu redescendre de la barre, je me sentais épuisée mais étrangement libérée. J'avais dit ma vérité, toute ma vérité, devant Romain et devant un tribunal. J'avais survécu. Romain fut le suivant à témoigner. Sa version des faits était une distorsion si grande de la réalité qu'elle m'en paraissait presque fascinante. Selon lui, j'étais une épouse dépensière qui ne valorisait pas son dur labeur. La nuit de notre expulsion n'avait été qu'un malentendu dans le feu d'une dispute. Il n'avait jamais eu l'intention que nous partions vraiment. Il s'attendait à ce que nous revenions après avoir fait un tour pour nous calmer. Quand Sophie a commencé son contre-interrogatoire, j'ai vu une lueur dans ses yeux que j'ai reconnue. C'était le moment de notre carte la plus forte. « Monsieur Dubois », commença Sophie, d'une voix douce mais ferme. « Vous avez déclaré que vous avez toujours été le seul soutien économique de la famille, et que par conséquent, vous aviez le droit de prendre toutes les décisions financières. Est-ce correct ? » « Oui », répondit Romain avec confiance. « Mon travail au garage est ce qui nous nourrissait. L'appartement est à mon nom parce que c'est moi qui l'ai acheté. Cependant, poursuivit Sophie, s'approchant de la table où nous avions nos documents, il existe un contrat de mariage signé par vous et ma cliente avant votre mariage civil. Un contrat qui établit clairement un régime de communauté de biens pour tous les biens acquis pendant le mariage, indépendamment de qui figurait comme titulaire. Elle présenta le contrat au juge, qui l'examina avec intérêt. Ce document a déjà été présenté lors de l'audience préliminaire, ajouta Sophie, et il a été vérifié comme authentique par un expert graphologue. La signature est indubitablement celle de Monsieur Dubois. Romain s'agita inconfortablement sur son siège. Son avocat lui chuchota quelque chose à l'oreille, mais il l'ignora. « Ce papier ne veut rien dire », cracha Romain. « Nous avons signé un autre accord après, l'officiel. »« Mais vous n'avez jamais explicitement révoqué celui-ci » contre-attaqua Sophie. Et selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation, en cas de contrats matrimoniaux contradictoires, sans révocation explicite du premier, celui qui est le plus équitable pour les deux parties prévaut. Le visage de Romain se transforma sous mes yeux. J'ai vu son masque de mari raisonnable et incompris s'effriter, révélant l'homme que je connaissais trop bien. Ses yeux s'assombrirent, sa mâchoire se crispa. « Monsieur Dubois, » continua Sophie implacable, « reconnaissez-vous que ce contrat, que vous avez signé librement, contredit directement votre affirmation selon laquelle tous les biens matrimoniaux vous appartiennent exclusivement ?» C'est alors que Romain explosa. Il se leva d'un coup, renversant sa chaise, et s'avança vers moi, le visage déformé par la rage. « Salope manipulatrice !» cria-t-il, ignorant les appels à l'ordre du juge. « Tu crois que tu peux me prendre ce qui est à moi ? Tu pensais vraiment que tu gagnerais quelque chose avec ça ?» Les huissiers de justice réagirent immédiatement, s'interposant entre Romain et moi. Mais ils ne furent pas assez rapides pour l'empêcher de jeter un verre d'eau qu'il avait sur sa table, dont le contenu m'éclaboussa partiellement. Le juge frappa à plusieurs reprises avec son marteau, exigeant l'ordre. La salle avait sombré dans le chaos. Je vis l'horreur sur les visages de Chantal et Pascal, la détermination sur celui de Sophie, et la fureur incontrôlée sur celui de Romain alors que les agents le maîtrisaient. « Évacuez la salle », ordonna le juge, « et emmenez l'accusé au dépôt pour outrage au tribunal. » Alors qu'on sortait Romain, qui continuait de crier des insultes et des menaces, nos regards se croisèrent une dernière fois. Dans ses yeux, je ne vis pas l'homme que j'avais cru aimer un jour, mais un inconnu consumé par la haine. Et à ce moment, je sus que j'avais gagné quelque chose de plus précieux que n'importe quel jugement favorable. J'avais retrouvé ma liberté. Quand les huissiers me demandèrent si je voulais porter plainte pour l'agression avec le verre d'eau, je secouai la tête. « Ce n'est pas nécessaire, » dis-je. Il a déjà montré exactement qui il est. Après l'incident, le procès fut temporairement suspendu. On nous conduisit dans une petite salle adjacente, où je pus changer mon chemisier éclaboussé pour un autre que Sophie, toujours prévoyante, avait dans sa mallette. « Il faut toujours être prête aux imprévus dans les procès », me dit-elle avec un petit sourire en me tendant le vêtement. C'était un geste simple, mais à ce moment-là, il signifiait beaucoup pour moi. Quelqu'un avait anticipé mes besoins, quelqu'un se souciait de moi. Après une demi-heure,
Un huissier nous informa que le procès allait se poursuivre. Romain resterait au dépôt pendant le reste de la session, mais son avocat continuerait à le représenter. Le juge avait rejeté sa demande d'ajournement. Quand nous sommes revenus dans la salle, l'atmosphère avait notablement changé. La tension était toujours présente, mais il y avait aussi un air d'attente, comme si toutes les personnes présentes pressentaient que ce dont elles venaient d'être témoins était décisif pour l'issue de l'affaire. L'avocat de Romain semblait avoir vieilli de 10 ans en 30 minutes. Il s'excusa formellement pour le comportement de son client, arguant que la pression du procès avait affecté son état mental. Personne ne parut impressionné par cette justification. Le reste des témoignages se déroula avec une relative normalité. Chantal, Pascal et Isabelle témoignèrent, toutes corroborant différentes parties de mon récit. Le médecin qui avait soigné Mathis témoigna également de la gravité de son infection respiratoire et de la nécessité de l'antibiotique qui avait déclenché toute la situation. Finalement, un expert psychologue présenta son évaluation de Mathis et de moi. Le mineur présente des signes clairs de stress post-traumatique compatibles avec le fait d'avoir vécu dans un environnement de violence domestique, affirma-t-il. La mère montre des schémas typiques d'une victime de maltraitance prolongée, y compris une faible estime de soi, une hypervigilance et une tendance à minimiser les abus subis. Quand tous les témoignages furent terminés, le juge annonça qu'il se retirerait pour délibérer et qu'il rendrait son verdict dans 2 heures. Sophie et moi sommes sortis à la cafétéria du palais de justice, où nous avons rejoint Chantal, Pascal et Isabelle. « Comment le sens-tu » demandai-je à Sophie en remuant un café que je n'avais pas l'intention de boire. Mon estomac était trop noué pour accepter quoi que ce soit. Après le spectacle de Romain, il serait très surprenant que le juge ne statue pas en notre faveur, répondit-elle, prudente comme toujours. Mais je ne veux pas créer de faux espoirs. La justice peut être imprévisible. Chantal, assise à côté de moi, prit ma main entre les siennes. Ses doigts étaient noueux à cause de l'arthrite, mais sa poigne était ferme. « Quoi qu'il arrive, tu as été très courageuse, Marie. Tu as fait ce que beaucoup d'entre nous n'ont pas osé faire à notre époque. » Ces paroles m'ont émue plus que je ne l'aurais cru. J'ai pensé à ma mère, qui avait enduré en silence un mariage similaire au mien, jusqu'à ce que la mort l'emporte trop tôt. J'ai pensé à toutes les femmes que je connaissais qui vivaient des situations similaires et ne voyaient pas d'issue. J'ai pensé à Mathis et à l'homme que je voulais qu'il devienne. Quelqu'un qui respecterait les femmes, qui comprendrait que l'amour n'est ni possession, ni contrôle. Les 2 heures passèrent, avec une lenteur exaspérante. Quand nous sommes finalement retournés dans la salle, j'ai eu l'impression que des jours entiers s'étaient écoulés. L'avocat de Romain était déjà là, l'air sombre. Romain était toujours au dépôt. Le juge entra et nous nous levâmes tous. Son visage ne révélait rien, tandis qu'il s'installait et arrangeait ses papiers. Finalement, il commença à parler. Dans l'affaire numéro 387-2022, pour violence domestique et délaissement de famille, ce tribunal est parvenu à une conclusion après avoir examiné toutes les preuves présentées et entendu tous les témoignages. Il fit une pause qui me parut une éternité. Je sentis la main de Sophie serrer doucement mon bras, m'encourageant. Ce tribunal considère comme prouvé que l'accusé, Romain Dubois, a exercé une violence psychologique et physique continue à l'encontre de la plaignante, Marie Leclerc, pendant au moins 3 ans de leur mariage. Mon cœur se mit à battre la chamade. Le juge continua. Il considère comme prouvé que dans la nuit du 15 janvier 2022, l'accusé a expulsé du domicile familial la plaignante et son fils mineur, Mathis Dubois, en sachant que le mineur souffrait d'une infection respiratoire grave nécessitant un traitement médical. Il considère comme prouvé que l'accusé a violé à plusieurs reprises l'ordonnance de protection émise par le juge aux affaires familiales de Lyon, montrant un mépris flagrant pour les décisions de justice. Et, enfin, il considère comme prouvé que le contrat de mariage original présenté par la défense de la plaignante a pleine validité légale, n'ayant pas été explicitement révoqué par un document ultérieur. Je sentis mes yeux se remplir de larmes, mais je m'efforçais de les retenir. Je voulais entendre chaque mot avec une clarté parfaite. Pour toutes ces raisons, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je prononce la sentence suivante. Ce qui suivit fut une cascade de termes juridiques et d'articles du Code pénal que je pus à peine traiter. Mais les conclusions furent limpides. Romain était condamné à 3 ans de prison pour le délit de violences habituelles au sein de la famille.
5 années supplémentaires lui étaient imposées pour le délit de délaissement d'un mineur malade, avec circonstances aggravantes. Et 2 années de plus s'ajoutèrent pour chacune des 3 violations de l'ordonnance de protection documentée. Au total, 12 ans de prison. De plus, l'autorité parentale sur Mathis lui était retirée et toute communication avec lui ou avec moi lui était interdite pendant 20 ans. Quant aux aspects économiques, le juge déclarait valable le contrat de mariage original, ce qui signifiait que j'avais droit à la moitié de tous les biens acquis pendant notre mariage, y compris le garage que Romain avait considérablement agrandi ces dernières années et l'appartement qui, selon lui appartenait exclusivement. Le coup de marteau du juge résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. L'affaire est close. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé. Je suis restée droite, sentant un calme étrange s'étendre de ma poitrine au reste de mon corps. Ce n'était pas exactement du bonheur, ni même du soulagement. C'était quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Le sentiment que, pour la première fois depuis de nombreuses années, le monde avait un sens, que les actions avaient des conséquences, que la vérité, à la fin, comptait. L'avocat de Romain demanda à parler au juge, probablement pour annoncer son intention de faire appel, mais je n'écoutais déjà plus. Je me suis tournée vers Sophie, qui me regardait avec un mélange de satisfaction professionnelle et de joie sincère. « On a réussi », murmura-t-elle. « On a réussi », ai-je répété, et cette fois ma voix n'a pas tremblé. Nous sommes sortis de la salle, entourés par Chantal, Pascal et Isabelle, qui m'ont serré dans leurs bras l'une après l'autre. Dans le couloir, plusieurs journalistes se sont approchés, attirés par la nouvelle d'une sentence aussi lourde. Sophie les a maintenus à distance avec une fermeté aimable. « Ma cliente ne fera pas de déclaration aujourd'hui », leur a-t-elle dit. « Veuillez respecter sa vie privée et celle de son fils mineur. » Alors que nous nous dirigions vers la sortie, un policier s'est approché de nous. « Le condamné va être transféré maintenant », nous a-t-il informé. « Si vous voulez éviter de le croiser, je peux vous indiquer une sortie alternative. » J'ai failli accepter automatiquement, par habitude d'éviter les confrontations avec Romain. Mais je me suis arrêtée et j'ai réfléchi. Est-ce que je voulais vraiment me cacher? Continuer à fuir? Même maintenant que j'avais gagné? Ce ne sera pas nécessaire, ai-je répondu. Nous utiliserons la sortie principale. Sophie m'a regardée en haussant un sourcil, mais n'a pas objecté. Effectivement, lorsque nous sommes arrivés dans le hall principal, un petit groupe de policiers escortait Romain vers la sortie. Il portait des menottes et son visage était pâle, avec des taches rougeâtres de colère ou de honte. Nos chemins étaient destinés à se croiser. Quand il m'a vu, il s'est arrêté un instant. Les gardes, remarquant sa résistance, se sont tendus, prêts à toute réaction violente. Mais leur intervention ne fut pas nécessaire. Romain m'a regardé fixement, et pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. La défaite. Il n'a rien dit. Il ne pouvait pas. Le juge avait parlé. Et la justice, pour une fois, avait été prompte. Alors qu'on le conduisait vers le fourgon de police, je me suis approchée suffisamment pour qu'il puisse m'entendre, mais pas assez pour provoquer une réaction des gardes. « Tu avais vraiment oublié notre premier contrat de mariage ?» Lui ai-je demandé, d'une voix calme et claire. Il n'a pas répondu. Il ne le pouvait pas. Son regard incrédule alors qu'on le faisait monter dans le véhicule fut une réponse suffisante. Quand le fourgon s'est éloigné, j'ai senti une main sur mon épaule. C'était Sophie, qui me regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « C'était risqué », a-t-elle commenté. « J'en avais besoin », ai-je répondu. « J'avais besoin qu'il voie que je n'ai plus peur de lui. » Nous avons marché ensemble vers la voiture de Sophie, qui allait me ramener au foyer d'accueil où Mathis m'attendait. Le ciel de Lyon était dégagé, d'un bleu intense qui semblait promettre des possibilités infinies. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé, alors que le palais de justice devenait plus petit dans le rétroviseur. Maintenant, répondit Sophie avec un sourire, ta vie commence. Une année peut changer beaucoup de choses. 365 jours, chacun avec son propre petit miracle, son propre défi, sa propre victoire. Le petit appartement dans le quartier de Vèze que nous avons obtenu grâce au programme d'aide aux survivantes de violences domestiques n'était pas luxueux, mais il était à nous. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine-salle à manger et un balcon à peine assez grand pour une chaise et quelques pots de fleurs.
La première nuit que Mathis et moi y avons dormi, après avoir quitté le foyer d'accueil, nous nous sommes assis par terre dans le salon vide et avons mangé une pizza directement de la boîte. « On va vivre ici pour toujours ?» m'a demandé Mathis, le menton taché de tomates. « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. « Mais pour l'instant, c'est notre maison. »« J'aime bien », a-t-il déclaré avec la simplicité de ses 6 ans. « On peut peindre les murs en bleu comme le ciel. » Et c'est ce que nous avons fait. Ce même week-end, Chantal est venue nous aider, avec Hélène et Lucie, qui étaient devenues une partie de notre famille choisie. Ensemble, nous avons transformé les murs blancs et anonymes en un ciel doux qui semblait agrandir le petit espace. Peu à peu, l'appartement a pris forme. Nous avons trouvé des meubles bon marché dans des magasins d'occasion, des rideaux au marché, des assiettes et des ustensiles dans des bazars du quartier. Chaque acquisition, aussi petite soit-elle, nous la célébrions comme une victoire. Parce que c'en était une. Chaque objet représentait un choix libre, une décision prise sans crainte de représailles. La procédure judiciaire contre Romain a suivi son cours, malgré les appels de son avocat. La sentence initiale a été maintenue. Les démarches pour la liquidation des biens communs ont été longues et compliquées, mais Sophie m'a guidée à travers elles avec patience. Finalement, j'ai reçu la moitié de la valeur du garage et de l'appartement que nous avions partagé. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour assurer que Mathis et moi ayons une stabilité financière pendant que je terminais ma formation. Et cette formation est devenue mon ancre. 3 jours par semaine, je suivais des cours d'aide-soignante dans un centre de formation professionnelle près de chez nous. Les autres jours, je faisais un stage au centre de santé de Vèze, le même où Mathis avait été soigné pendant sa maladie. Ce n'était pas facile de reprendre les études à 34 ans, entouré de jeunes tout juste sortis du lycée. Mon cerveau semblait s'être rouillé après des années consacrées exclusivement aux tâches ménagères et aux soins de Mathis. Les premières semaines, je me sentais maladroite, lente, pas à ma place. Mais j'ai découvert que j'avais quelque chose que mes camarades plus jeunes n'avaient pas, de la détermination et l'expérience de la vie. Je connaissais la douleur, la peur, le désespoir, et cela me donnait une empathie avec les patients qu'aucun manuel ne pouvait enseigner. La docteure Ferrer, ma superviseure de stage, l'a rapidement remarqué. « Vous avez un don pour ça, Marie », m'a-t-elle dit un jour, après m'avoir vue calmer une vieille dame angoissée pendant une prise de sang. « Les patients vous font confiance, instinctivement. » Ces mots, cette petite reconnaissance, ont signifié plus pour moi que n'importe quelle note. Pendant des années, Romain m'avait convaincu que je ne valais rien, que je n'étais capable de rien faire de bien. Chaque petit succès dans ma nouvelle vie était une réfutation de ce mensonge. Mathis s'est également épanoui pendant cette année. L'école publique du quartier s'est avérée excellente, avec des professeurs dévoués qui ont remarqué son intelligence et sa sensibilité. Son instituteur, Julien, un jeune homme plein d'énergie et d'une véritable vocation, est devenu une figure masculine positive importante dans sa vie. Mathis a un talent naturel pour les mathématiques et le dessin, m'a-t-il informé lors d'une réunion. Et il est extraordinairement gentil avec ses camarades. Vous devez être très fiers. Je l'étais. Chaque jour davantage. Voir mon fils retrouver la confiance et la joie que Romain avait progressivement éteintes était le plus grand cadeau que je pouvais recevoir. Tout n'a pas été facile, bien sûr. Il y avait des nuits où les cauchemars me réveillaient, en sueur et haletante, convaincue que Romain avait trouvé le moyen de revenir dans nos vies. Il y avait des jours où l'anxiété me serrait la gorge, me faisant douter de chaque décision, aussi petite soit-elle. Et il y avait des moments où la rage m'inondait si soudainement que je devais m'enfermer dans la salle de bain et laisser couler l'eau pour que Mathis n'entende pas mes sanglots furieux. La thérapie a aidé. Hélène m'avait recommandé sa psychologue, Noémie, une femme d'âge mûr spécialisée dans les traumatismes et la violence de genre. Chaque jeudi après-midi, pendant que Mathis était à son activité extrascolaire de peinture, je passais 1 heure dans le petit cabinet de Noémie, à démêler les nœuds que Romain avait noués dans mon esprit et mon cœur. Le processus de guérison n'est pas linéaire, me rappelait souvent Noémie. Il y aura de bons et de mauvais jours. L'important, c'est la direction générale. Et la direction générale était, indubitablement, vers l'avant. Vers une vie qui, peu à peu, me ressemblait davantage et moins aux cicatrices que Romain avait laissées. L'une des transformations les plus inattendues fut celle qui s'est produite dans ma relation avec l'argent. Après des années de privation imposée
et d'humiliation pour chaque euro dépensé, j'ai découvert que j'avais du mal à dépenser pour moi-même. Je pouvais acheter ce dont Mathis avait besoin sans y penser à 2 fois, mais quand il s'agissait de quelque chose pour moi, des vêtements neufs, un livre, un café en terrasse, la culpabilité me paralysait. Noémie m'a aidé à travailler là-dessus aussi. Elle m'a assigné de petites tâches. M'acheter quelque chose de non essentiel chaque semaine, aussi petit soit-il. Un rouge à lèvres, une plante pour le balcon, un gâteau de la pâtisserie du quartier. C'est un acte de rébellion et de soin de soi, m'a-t-elle expliqué. Chaque fois que vous vous permettez de profiter de quelque chose, vous dites à cette voix critique dans votre tête, qui ressemble étrangement à celle de Romain, qu'elle n'a plus de pouvoir sur vous. C'est lors d'un de ces exercices que j'ai acheté le petit citronnier pour notre balcon. C'était à peine un arbrisseau, avec un tronc fin et quelques feuilles vertes brillantes. Le vendeur de la pépinière m'a assuré qu'il donnerait des fruits d'ici 1 ou 2 ans si je m'en occupais bien. Comme nous, ai-je dit à Mathis en le plaçant sur le balcon. Il a besoin de temps, de soleil et de soins pour devenir fort. Mathis a nommé l'arbre Valentin, parce que, m'a-t-il expliqué avec la logique impeccable d'un enfant de 6 ans, il est vaillant comme nous et il habite à Lyon. Au fil des mois, Valentin est devenu une sorte de baromètre de notre nouvelle vie. Chaque nouvelle feuille était célébrée, chaque signe de croissance remarqué et applaudi. Mathis lui parlait le matin avant d'aller à l'école, lui racontant ses projets pour la journée. Je l'arrosais religieusement et le protégeais quand le vent soufflait trop fort. C'est pendant un de ces moments, alors que j'ajustais le tuteur de Valentin par un après-midi venteux de printemps, que Mathis m'a posé la question que je savais qu'il finirait par poser. « Maman, pourquoi papa est parti ?» Je suis restée immobile, les mains encore sur le tronc du citronnier. Nous avions déjà parlé de Romain, bien sûr. Mathis savait que son père avait fait de mauvaises choses et que c'est pour ça qu'il était en prison. Mais nous n'avions jamais eu de conversation profonde sur le pourquoi. Je me suis agenouillée devant lui, à sa hauteur, et j'ai pris ses mains entre les miennes. C'étaient des mains d'enfant, petites et douces, mais elles montraient déjà les lignes et les contours qui seraient un jour les mains d'un homme que j'espérais très différent de son père. « Ton papa n'est pas parti, mon chéri », lui ai-je dit doucement. « C'est nous qui sommes partis. Et nous l'avons fait parce qu'il ne savait pas aimer. Il ne savait pas comment nous aimer sans nous faire de mal. Mais pourquoi il ne savait pas ?» a insisté Mathis, avec cette curiosité implacable des enfants. J'ai pensé aux parents de Romain, au foyer froid et autoritaire où il avait grandi. J'ai pensé aux fois où il m'avait raconté, au début de notre relation, comment son père traitait sa mère. Je suppose que personne ne lui a appris, ai-je finalement répondu. Parfois, les gens répètent ce qu'ils ont vécu quand ils étaient petits, à moins qu'ils ne travaillent très dur pour changer. Je ne serai pas comme lui quand je serai grand, a déclaré Mathis avec fermeté. Moi, je sais aimer bien. Je sais, mon amour, ai-je dit en le serrant contre ma poitrine. Je sais. Cette nuit-là, en regardant Mathis dormir dans son lit, sa respiration profonde et régulière, son visage détendu dans la paix du sommeil enfantin, j'ai réfléchi au chemin que nous avions parcouru, sur la façon dont, malgré tout, nous avions trouvé un moyen d'être heureux. La vérité sur Romain ne faisait plus aussi mal qu'avant. Elle était devenue quelque chose avec quoi je pouvais vivre, quelque chose qui me donnait une direction. Je n'avais pas seulement survécu à Romain, je l'avais dépassé. J'étais devenue quelqu'un qu'il ne reconnaîtrait même pas si nous nous croisions dans la rue. Et tandis que la lune de Lyon brillait à travers la fenêtre, éclairant le petit citronnier sur notre balcon, j'ai chuchoté à l'obscurité une vérité que je ressentais maintenant dans chaque fibre de mon être. Nous ne sommes pas un fardeau, nous sommes un commencement.